On se réveille au son du réveil, mais on a l'impression de n'avoir fermé l'œil que 2 minutes, la tête est lourde, l'énergie est à zéro et il faut affronter toute la journée. Ça vous dit quelque chose? Si c'est le cas, il est fort probable que, comme des millions d'autres personnes, vous soyez victime des mythes populaires sur le sommeil. Ces sagesses populaires se transmettent de génération en génération, mais en réalité, elles vous volent de précieuses heures de repos. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les 20 principales idées reçues sur le sommeil, et je vous le promets, après ce visionnage, vous regarderez votre oreiller et votre couette d'un nouvel œil, et surtout, vous saurez comment enfin dormir pour de vrai. Au fait, quel est le conseil le plus étrange sur le sommeil que vous ayez jamais entendu? Dites-le nous dans les commentaires dès maintenant, on fera le point à la fin de la vidéo. Le sommeil, ce n'est pas juste du repos, c'est un processus biologique extrêmement complexe pendant lequel notre cerveau fait le ménage et notre corps se régénère. Pendant des siècles, avant l'arrivée de la science moderne, l'homme a essayé d'expliquer ce processus mystérieux comme il le pouvait. C'est ainsi que sont nés les mythes, par des observations, des superstitions et par simple incompréhension. Certains sont inoffensifs, mais d'autres peuvent réellement nuire à votre santé et à votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons séparer le vrai du faux en nous basant sur les recherches contemporaines des somnologues. Préparez-vous à être surpris, car une grande partie de ce que vous pensiez être la vérité ne sont en fait que de simples contes de fées. Commençons par un grand classique. Le premier mythe, il est possible de rattraper son sommeil de la semaine entière durant le week-end. Tentant, n'est-ce pas? Pendant 5 jours, vous tenez grâce au café et à la seule force de votre volonté, puis le samedi et le dimanche, vous dormez jusqu'à midi pour refaire le plein d'énergie. Cela pourrait sembler être un compromis logique face au rythme de vie moderne. Pourtant, votre corps n'est pas un compte en banque où l'on peut effacer une dette par un seul gros paiement. La science nous rappelle qu'une dette de sommeil n'est pas si facile à rembourser. Le manque de sommeil chronique en semaine perturbe gravement vos rythmes circadiens, qui sont les horloges internes de l'organisme. Lorsque vous tentez de récupérer ce sommeil le week-end, vous déréglez ces horloges encore plus. Imaginez que vous fassiez chaque semaine un vol long courrier, de l'Europe à l'Asie et inversement. Votre corps ne sait plus quand il doit être éveillé et quand il doit se reposer. Cet état est connu sous le nom de jet lag social. Des études montrent que cette forme de compensation ne permet pas de restaurer complètement vos fonctions cognitives, comme l'attention ou le temps de réaction. Certes, vous vous sentirez peut-être un peu mieux, mais votre cerveau ne tournera toujours pas à pleine capacité. Pire encore, ces changements brutaux de rythme de sommeil peuvent augmenter les risques de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Que faire alors? Au lieu d'essayer de rembourser la dette, efforcez-vous de ne pas l'accumuler. La meilleure solution est d'adhérer à un horaire de sommeil et de réveil régulier, y compris le week-end. Si, malgré tout, vous avez manqué de sommeil, une courte sieste dans la journée sera bien plus bénéfique qu'une grasse matinée prolongée jusqu'à midi. De cette façon, vous récupérez sans dérégler définitivement vos horloges internes. Passons au point suivant. Le deuxième mythe bien ancré dans les esprits, c'est que nous devrions tous dormir très exactement 8 heures par nuit. Ce chiffre est devenu le véritable étalon or. Si nous dormons moins, nous nous sentons coupables, et si nous dormons plus, nous nous considérons comme paresseux. Pourtant, la vérité est que notre besoin en sommeil est aussi individuel que nos empreintes digitales. Bien sûr, pour la majorité des adultes, la plage considérée comme normale se situe entre 7 et 9 heures. Mais attention, il s'agit bien d'un intervalle, et non d'un chiffre gravé dans le marbre. Certaines personnes, en raison de leur particularité génétique, peuvent réellement se contenter de 6 heures pour être parfaitement alertes et productives. D'autres, à l'inverse, auront besoin de 9 heures et demie pour une récupération totale. L'élément crucial, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de votre sommeil et surtout votre état de forme le jour suivant. Si vous dormez 7 heures et vous réveillez reposé, plein d'énergie, sans avoir de coup de pompe dans la journée, alors c'est la quantité idéale pour vous.
Au lieu de courir aveuglément derrière ce chiffre magique de 8, apprenez à écouter votre corps. Faites l'essai pendant une semaine de vous coucher, dès que vous ressentez la fatigue, et de vous réveiller sans utiliser de réveil. C'est le meilleur moyen de déterminer votre véritable besoin personnel. Le critère ultime reste votre niveau de performance et de bien-être au fil de la journée. Si vous êtes alerte et productif, c'est que vous dormez suffisamment, même si cela ne correspond pas aux standards généralement acceptés. Voici le troisième mythe, et il est particulièrement sournois, celui selon lequel un verre de vin ou d'alcool aide à trouver le sommeil. Beaucoup adoptent ce rituel pour se relaxer après une journée difficile. Effectivement, l'alcool est un dépresseur du système nerveux central, ce qui peut accélérer le processus d'endormissement. Vous ressentez de la somnolence et vous déconnectez plus vite. Mais ces bénéfices s'arrêtent là, et c'est le début de la dure réalité. Lorsque l'organisme commence à métaboliser l'alcool, la qualité de votre repos nocturne chute drastiquement. La phase de sommeil paradoxal ou phase REM est particulièrement touchée. Pourtant, elle est essentielle pour la gestion des émotions, la mémorisation des informations et la pensée créatrice. Cela peut provoquer des réveils en milieu de nuit et un sentiment d'anxiété. Le matin, même après une nuit de 8 heures, vous ne vous sentez absolument pas reposé. En outre, l'alcool détend les muscles de la gorge, ce qui aggrave le ronflement et peut même entraîner l'apnée du sommeil, ces brèves interruptions respiratoires nocturnes. C'est une condition potentiellement dangereuse. En résumé, l'alcool ne favorise pas le sommeil. Il produit un effet sédatif qui n'est qu'une illusion pour votre cerveau, car il vous vole les phases de sommeil les plus réparatrices et essentielles. Si vous cherchez à passer une nuit de sommeil vraiment réparatrice, il vaut mieux remplacer ce verre de vin par une tisane apaisante ou un bain chaud. Ce sont d'excellents moyens de vous relaxer sans compromettre la qualité de votre repos. Au rayon sport, voici le mythe numéro 4. Les entraînements en soirée nuisent au sommeil. Cette idée repose sur le fait que l'activité physique augmente la température corporelle et le taux d'adrénaline, deux facteurs censés compliquer l'endormissement. C'est en partie exact, surtout si l'on parle de séances extrêmement intenses et éprouvantes, réalisées juste avant d'aller au lit. Par exemple, faire de l'haltérophilie ou du HIIT. L'entraînement par intervalle de haute intensité, une demi-heure avant d'éteindre la lumière, peut effectivement vous donner un coup de fouet significatif. Cependant, pour la majorité des gens, une activité physique modérée en soirée est non seulement inoffensive, mais même bénéfique pour la qualité du sommeil. Des études démontrent que pratiquer le yoga, le pilates, la natation ou même faire un jogging tranquille en fin de journée peut améliorer la qualité de votre sommeil et réduire le temps nécessaire pour s'endormir. La clé, c'est l'intensité et le timing. La règle d'or est de terminer votre séance au moins 90 minutes avant de vous coucher. Cela donne suffisamment de temps à votre température corporelle et à votre rythme cardiaque pour revenir à la normale. Mieux encore, la légère fatigue physique et la diminution du stress post-entraînement vous aideront à vous détendre plus rapidement et à dormir d'un sommeil plus profond et réparateur. N'ayez donc aucune crainte à faire du sport en soirée. Choisissez simplement le type d'activité appropriée et évitez de vous épuiser à la dernière minute. Votre corps vous remerciera par un sommeil vraiment récupérateur. Qui n'a jamais cédé à la tentation d'appuyer sur le bouton rappel du réveil? Ces 5 ou 10 minutes de sommeil en plus semblent être un véritable cadeau, un sauveur. Pourtant, le 5e mythe que nous allons aborder dit qu'utiliser le snooze est une habitude inoffensive. En réalité, c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire à votre corps dès le matin. Quand le réveil sonne pour la première fois, votre organisme a déjà enclenché le processus d'éveil. Il augmente votre température corporelle et libère des hormones clés comme le cortisol. En appuyant sur « Rappel », vous interrompez brutalement ce processus. Vous replongez alors dans un sommeil très léger, fragmenté et de très mauvaise qualité. Lorsque l'alarme retentit quelques minutes plus tard, vous êtes à nouveau tiré du sommeil. Répétez ce cycle plusieurs fois, met votre cerveau et votre corps dans un état de confusion totale. Ce cycle de réveils interrompus et de sommeil superficiel est appelé l'inertie du sommeil. Le résultat, lorsque vous vous levez enfin, vous vous sentez
beaucoup plus épuisé, désorienté et dans le brouillard que si vous vous étiez levé au premier signal. Ce brouillard matinal peut durer plusieurs heures, impactant négativement votre productivité et votre humeur. Alors, que faire? La méthode la plus efficace est de développer une discipline stricte. Réglez votre réveil à l'heure exacte où vous devez vous lever et surtout, placez-le loin du lit. Vous serez ainsi obligé de vous lever physiquement pour l'éteindre. Oui, les premiers jours seront difficiles, c'est certain, mais très vite, vous remarquerez que vos matinées sont bien plus dynamiques et énergiques. Mythe numéro 6. Je peux être parfaitement opérationnel avec seulement quelques heures de sommeil. On entend souvent cela de la part de dirigeants à succès ou de personnalités créatives qui se vantent de ne dormir que 4 ou 5 heures par nuit. Cela projette l'image d'un surhomme qui n'a pas besoin de repos. Or, pour la grande majorité d'entre nous, c'est une dangereuse illusion. Il existe un très faible pourcentage de la population, environ 1%, qui possède une mutation génétique lui permettant effectivement de récupérer totalement en peu de temps. Mais la probabilité que vous en fassiez partie est infime. Pour tous les autres, la privation chronique de sommeil a un effet cumulatif. Après une seule nuit de 5 heures de sommeil, vous vous sentirez peut-être relativement bien. Mais si cela dure une semaine, votre cerveau commencera à fonctionner beaucoup moins efficacement. Des études montrent qu'après plusieurs jours de manque de sommeil, les capacités cognitives d'une personne diminuent à un niveau comparable à celui de l'ivresse. Le plus terrifiant, c'est que vous ne le remarquez même pas. Vous vous habituez à cet état de fatigue permanente et de concentration réduite et finissez par le considérer comme la norme. Vous croyez travailler efficacement, mais en réalité, vous faites plus d'erreurs, vous prenez des décisions plus lentement et vous mémorisez moins bien les informations. Ne vous mentez pas. Le sommeil n'est pas une dépense sur laquelle on peut faire l'impasse sans conséquence. Donner la priorité à un sommeil de qualité est un investissement dans votre productivité, votre santé et votre sécurité. Le 7e mythe concerne nos appareils préférés, l'idée que regarder la télévision ou son smartphone au lit nous aide à nous détendre et à nous endormir. Ça paraît logique, on est allongé, on regarde quelque chose de léger et on finit par s'assoupir. Pourtant, du point de vue de la science du sommeil, c'est l'une des pires habitudes que l'on puisse avoir le soir. Le problème réside dans la lumière bleue émise par les écrans de tous nos appareils modernes. Cette lumière, avec sa courte longueur d'onde, est extrêmement efficace pour supprimer la production de mélatonine, la principale hormone du sommeil. En voyant cette lumière vive, votre cerveau croit qu'il fait jour, et la commande de mise en veille n'est tout simplement pas transmise. Par conséquent, non seulement il vous est plus difficile de vous endormir, mais la qualité de votre sommeil est également plus superficielle. Mais il n'y a pas que la lumière en cause. Le contenu que vous consommez joue également un rôle crucial. Regardez les nouvelles, consulter des emails professionnels ou même interagir activement sur les réseaux sociaux, tout cela stimule votre cerveau, le forçant à rester actif au lieu de se relâcher. Vous risquez de ressentir du stress, de l'anxiété ou de l'excitation, des états qui n'aident absolument pas à trouver le sommeil. Pour votre cerveau, le lit ne devrait être associé qu'à 2 choses, le sommeil et l'intimité. Lorsque vous transformez cet espace en cinéma, en bureau ou en salle à manger, cette association est brisée. Le cerveau ne comprend plus que le lit est un lieu de repos dédié. Pour améliorer votre sommeil, instaurez une règle simple. Aucun écran 1 heure avant de vous coucher. À la place, lisez un livre papier sous une lumière tamisée, écoutez de la musique relaxante ou prenez un bain chaud. Cela aidera votre cerveau à se préparer correctement au repos nocturne. Passons au 8e mythe, celui qui prétend que si vous vous réveillez en pleine nuit, il faut absolument rester au lit et forcer le sommeil coûte que coûte. On se tourne et se retourne, on fixe le plafond, on s'énerve contre soi-même et contre cette insomnie, et le sommeil n'arrive toujours pas. Ça vous dit quelque chose? Non seulement cette tactique est inefficace, mais elle est même néfaste.
Si vous restez éveillé au lit plus de 15 à 20 minutes, votre cerveau commence à associer le lit à l'éveil et à l'anxiété. Vous commencez à stresser parce que vous n'arrivez pas à vous rendormir, et ce stress vous empêche encore plus de vous détendre. C'est un véritable cercle vicieux. La bonne stratégie dans cette situation est de quitter le lit. Oui, vous avez bien entendu. Allez dans une autre pièce, allumez une lumière tamisée et occupez-vous d'une activité calme et monotone. Lisez un livre ennuyeux, écoutez de la musique relaxante, faites du tricot ou asseyez-vous simplement dans le silence. Évitez les écrans, la lumière vive et toute activité stimulante, y compris le travail ou la consultation de vos emails. Le but est de détourner votre attention du sommeil et de donner à votre corps une chance de ressentir à nouveau la somnolence. Dès que vous sentez que le sommeil vous gagne à nouveau, retournez vous coucher. Cette méthode permet de briser l'association négative lit égale insomnie. Elle apprend à votre cerveau que le lit est un endroit exclusivement réservé au sommeil. Alors la prochaine fois que le sommeil vous fuit, ne vous infligez pas cette torture. Levez-vous, calmez-vous, et ne revenez au lit que lorsque vous vous sentez prêt à vous endormir. Le mythe numéro 9, la sieste serait un signe de paresse et nuirait à notre sommeil nocturne. Dans notre culture obnubilée par la productivité, faire la sieste est souvent perçu comme quelque chose de honteux, réservé uniquement aux enfants et aux retraités. En réalité, une sieste courte qu'on appelle souvent power nap est un outil puissant pour booster notre productivité et améliorer notre bien-être. De nombreuses personnalités, d'Albert Einstein à Winston Churchill, étaient de fervents adeptes de la sieste. Les études scientifiques confirment ses bienfaits. Une sieste brève de 20 à 30 minutes peut considérablement améliorer la concentration, stimuler la créativité, renforcer la mémoire et remonter le moral. Elle permet de recharger les batteries du cerveau et d'évacuer la fatigue accumulée. Le secret d'une sieste réussie réside dans sa durée et son moment. L'heure idéale se situe entre 13 et 15 heures, au moment où nos rythmes circadiens naturels provoquent une légère baisse d'énergie. Quant à la durée idéale, elle ne doit pas dépasser 30 minutes. Si vous dormez plus longtemps, vous risquez de tomber dans une phase de sommeil profond. Le réveil sera alors difficile, provoquant cette sensation de confusion et de fatigue que l'on nomme l'inertie du sommeil. Certes, une sieste trop longue peut nuire au sommeil nocturne, surtout si elle est prise en fin de journée. Mais un power nap court et bien programmé n'affectera pas votre capacité à vous endormir le soir. Il vous donnera simplement l'énergie nécessaire pour affronter la deuxième moitié de la journée. Alors, oubliez les préjugés et, si l'occasion se présente, accordez-vous ce moment de précieuse régénération. Le 10e mythe est peut-être l'un des plus réconfortants et familiers, celui du verre de lait chaud qui favoriserait le sommeil. C'est une astuce de grand-mère que l'on se transmet depuis longtemps. On pense que le lait contient du tryptophane, un acide aminé qui permettrait à l'organisme de synthétiser la sérotonine, puis l'hormone du sommeil, la mélatonine. En théorie, c'est exact. Le tryptophane joue effectivement un rôle dans ces mécanismes. Mais il y a plusieurs bémols. Premièrement, la quantité de tryptophane dans un seul verre de lait est trop minime pour avoir un effet soporifique notable. À titre de comparaison, le fromage ou la dinde en contiennent beaucoup plus, et pourtant on ne les considère pas comme des somnifères. Deuxièmement, pour que le tryptophane atteigne le cerveau et puisse agir, il doit franchir la barrière hémato-encéphalique, en concurrence avec d'autres acides aminés présents dans le lait. Cela rend son absorption encore moins efficace. Alors, pourquoi le lait chaud fonctionne-t-il vraiment pour beaucoup de gens? La réponse est psychologique. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit d'un rituel chaleureux et apaisant, issu de l'enfance, associé au confort, à la sécurité et au moment de se coucher. Le processus en lui-même, réchauffer le lait, le boire lentement, aide à ralentir le rythme, à se déconnecter des préoccupations quotidiennes et à se préparer au repos. De plus, toute boisson chaude procure un léger effet relaxant général, donc si ce rituel vous est bénéfique, continuez, et tant mieux pour vous.
mais sachez que sa puissance ne réside pas dans la biochimie, mais dans la psychologie et la force de l'habitude. C'est plus un effet placebo qu'un véritable somnifère. Le 11e mythe que nous allons aborder concerne l'âge. L'idée reçue selon laquelle moins de sommeil serait nécessaire en vieillissant. Nous voyons souvent les personnes âgées se lever très tôt et dormir moins la nuit, ce qui nous pousse à conclure que leur besoin en sommeil a diminué. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La quantité de sommeil dont un adulte a besoin reste stable tout au long de sa vie et se situe autour des mêmes 7 à 9 heures. Ce qui change réellement avec l'âge, c'est la structure et la qualité du sommeil. Au fil des ans, le sommeil devient plus léger et plus fragmenté. La proportion de sommeil lent et profond, celui qui est essentiel à la récupération physique, diminue. Les personnes âgées ont tendance à se réveiller plus souvent la nuit pour diverses raisons. Douleur, besoin d'aller aux toilettes, ou simplement parce qu'elles deviennent plus sensibles aux bruits ou aux signaux internes. Par conséquent, pour atteindre leur quota de sommeil, ils doivent souvent compenser en faisant des siestes pendant la journée. C'est la raison pour laquelle il peut sembler qu'ils dorment moins la nuit. De plus, de nombreuses personnes âgées subissent un décalage de leur rythme circadien, leur horloge interne a tendance à avancer. Elles ressentent la somnolence plus tôt le soir et se réveillent donc plus tôt le matin. C'est un changement naturel lié au vieillissement. En résumé, les seniors ont besoin d'autant de sommeil que les jeunes adultes, mais il leur est beaucoup plus difficile de l'obtenir. Il est crucial de ne pas attribuer automatiquement les problèmes de sommeil à l'âge, mais d'y prêter attention. L'insomnie, l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos sont des problèmes médicaux qui nécessitent un traitement, quel que soit l'âge, et ne sont pas de simples signes normaux du vieillissement. Le 12e mythe porte sur le bâillement. On a l'habitude de croire que si quelqu'un bâille, c'est forcément qu'il est épuisé et qu'il a sommeil. Bien que le bâillement soit souvent associé à la somnolence, c'est loin d'être sa seule raison d'être. En réalité, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de consensus sur sa fonction exacte, mais plusieurs théories majeures dominent. L'une des plus populaires avance que le bâillement est un mécanisme de thermorégulation cérébrale. Lorsque nous bâillons, nous inspirons de l'air frais. Cet air permet de refroidir le sang qui monte au cerveau, aidant ainsi à maintenir sa température optimale de fonctionnement. Le cerveau ne surchauffe pas uniquement à cause de la fatigue. L'ennui, le stress ou un travail intellectuel intense peuvent aussi le provoquer. C'est pourquoi nous pouvons bâiller lors d'une conférence ennuyeuse juste avant une présentation importante ou même pendant une séance d'entraînement physique. Une autre théorie suggère que le bâillement est un moyen d'augmenter la vigilance. Cette profonde inspiration, associée à l'étirement des muscles du visage et du cou, augmente le flux sanguin et améliore temporairement notre concentration. Ceci peut s'avérer utile dans des situations monotones, lorsque l'attention commence à faiblir. De plus, le bâillement est contagieux. Selon certains chercheurs, cela est lié à l'empathie et aux liens sociaux. Nous reflétons l'état de l'autre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un collègue bâiller, ne concluez pas trop vite qu'il n'a pas dormi suffisamment. Il est possible que son cerveau essaie simplement de se rafraîchir ou de se réveiller. Le 13e mythe que nous allons déconstruire nous plonge au cœur de notre crâne, l'idée que le cerveau se repose pendant le sommeil. L'hypothèse paraît logique, le corps est détendu, la conscience est en veille, mais c'est tout le contraire. La nuit, notre cerveau fonctionne, et peut-être même de manière plus intense que durant la journée. Il est simplement assigné à d'autres missions. Plutôt que de traiter les informations sensorielles externes, il procède à un grand nettoyage et à une véritable maintenance technique. Durant la phase de sommeil profond, le cerveau se débarrasse activement des toxines et des déchets métaboliques accumulés. Il s'agit notamment de la protéine bêta-amyloïde, associée à la maladie d'Alzheimer. Ce système d'épuration, dit lymphatique, fonctionne d'ailleurs principalement durant notre sommeil. Le sommeil est aussi fondamental pour la consolidation de la mémoire. Le cerveau analyse les informations de la journée et transfère les souvenirs cruciaux de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Il trie les données,
renforce les connexions neuronales et élimine ce qui n'est pas nécessaire. Une bonne nuit de sommeil est donc vitale pour tout processus d'apprentissage. De plus, pendant la phase de sommeil paradoxal, celle où nous faisons nos rêves, l'activité de certaines zones du cerveau liées aux émotions et à la mémoire peut se révéler plus intense qu'en période d'éveil. Le cerveau y gère les émotions, s'attaque à la résolution de problèmes et stimule la créativité. En conclusion, le sommeil n'est absolument pas un simple repos passif pour le cerveau. C'est un processus actif, essentiel et vital de restauration, d'épuration et de réorganisation. Abordons maintenant la question de la température dans la chambre. Mythe numéro 14. Il serait dangereux de dormir dans une pièce froide, car on risquerait de tomber malade. Nos mères et nos grands-mères nous couvraient toujours de grosses couettes et scellaient les fenêtres, terrifiés par le moindre courant d'air. Pourtant, la science moderne du sommeil démontre l'inverse. Pour un sommeil réparateur, notre corps doit impérativement abaisser légèrement sa température interne. C'est d'ailleurs ce processus qui signale à notre cerveau qu'il est temps de s'endormir. Dormir dans une chambre fraîche facilite ce processus naturel. La température idéale pour le sommeil se situe généralement dans une fourchette allant de 16 à 19 degrés Celsius. Cette fraîcheur favorise un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. Elle est aussi essentielle pour la production de mélatonine, l'hormone qui se synthétise de manière optimale dans l'obscurité et la fraîcheur. A l'inverse, dormir dans une pièce trop chaude et étouffante empêche le corps de réguler sa température. Ceci entraîne un sommeil plus agité, des réveils nocturnes fréquents et réduit significativement la proportion de sommeil profond. Attention, il ne s'agit pas de grelotter, vous devez être bien au chaud sous une couette confortable. Mais l'air ambiant, lui, doit impérativement rester frais et renouvelé. Quant au risque de rhume, il faut rappeler qu'il est causé par des virus et non par l'air frais en lui-même. Au contraire, dormir dans un environnement confiné et mal aéré favorise la prolifération des germes. N'hésitez donc pas à aérer votre chambre avant de vous coucher et accueillez la fraîcheur. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour améliorer la qualité de votre repos nocturne. Le 15e mythe nous emmène dans le monde fascinant des rêves, l'idée que ceux-ci ne dureraient que quelques secondes. Cette erreur vient du fait que nous ne nous souvenons souvent que de fragments de nos rêves, ce qui donne l'impression qu'ils sont passés en un éclair. En réalité, les rêves peuvent être assez longs. Nous rêvons principalement durant la phase de sommeil paradoxal ou phase REM. Nous avons plusieurs cycles de ce type au cours de la nuit. Le premier cycle de sommeil paradoxal est court, environ 10 minutes, mais à chaque cycle suivant, la durée de cette phase s'allonge. Vers le matin, la phase REM peut durer jusqu'à 1 heure. Logiquement, nos rêves deviennent alors plus longs et plus complexes. Au total, nous passons environ 2 heures à rêver chaque nuit, ce qui représente près du quart de notre temps de sommeil global. Les scientifiques qui ont étudié l'activité cérébrale des dormeurs ont confirmé que les événements dans les rêves se déroulent à peu près en temps réel. Si vous rêvez que vous marchez dans un long couloir, votre cerveau y consacre à peu près le même temps qu'il le ferait dans la réalité. Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression que les rêves sont éphémères? D'abord, nous oublions la majeure partie de ce que nous avons rêvé. Au réveil, nous ne nous souvenons souvent que du dernier fragment, le plus marquant. Ensuite, la logique onirique est très différente de la réalité. Elle inclut des changements de scène abrupts et des sauts temporels, ce qui donne une sensation de rapidité et de fragmentation. En conclusion, vos aventures nocturnes ne sont pas des courts-métrages, mais plutôt des films à part entière, produits par votre propre cerveau. Passons au mythe gastronomique numéro 16. Manger du fromage avant de se coucher provoquerait des cauchemars. Cette légende urbaine est si ancrée qu'elle fait partie du folklore populaire. Mais a-t-elle le moindre fondement? À ce jour, aucune corrélation scientifique directe n'a été établie entre la consommation de fromage et la survenue de cauchemars. Aucune étude sérieuse n'a jamais pu confirmer qu'un aliment en particulier soit capable de déclencher des mauvais rêves. Alors, d'où vient cette croyance? Plusieurs hypothèses existent. Premièrement, le fromage, surtout s'il est affiné ou très fermenté, contient de la tyramine,
un acide aminé. Chez certaines personnes, la tyramine peut déclencher des maux de tête et affecter la pression artérielle. De plus, elle peut stimuler la libération de noradrénaline, l'hormone de l'urgence ou du combat-fuite. Théoriquement, cela pourrait rendre le sommeil plus agité et les rêves plus vifs, mais pas forcément cauchemardesques. Deuxièmement, et c'est la cause la plus probable, l'ingestion de tout repas lourd ou trop gras juste avant de dormir perturbe la digestion. Cela provoque inconfort, brûlure d'estomac ou ballonnement, entraînant un sommeil agité et fragmenté. Lorsque notre sommeil est perturbé, nous nous réveillons plus fréquemment durant la phase de sommeil paradoxal ou sommeil REM. Et nous mémorisons donc mieux nos rêves, y compris les plus désagréables. En conclusion, le coupable n'est pas le fromage en soi, mais l'habitude de prendre un dîner trop copieux avant de se coucher. Si vous mangez un steak gras ou une énorme part de gâteau juste avant d'éteindre la lumière, l'effet sera identique. Une petite portion de fromage n'affectera probablement pas vos rêves, mais un repas excessif, oui. Le 17e mythe touche à l'éducation, celui selon lequel il serait impossible d'apprendre quoi que ce soit en dormant. L'idée d'écouter un cours de langue audio toute la nuit dans l'espoir de se réveiller polyglotte tient de la pure fantaisie. Sous cette forme, c'est un mythe avéré. Vous ne pouvez pas assimiler une information entièrement nouvelle pendant que vous dormez. Cela nécessite absolument une participation consciente et une attention soutenue. Cependant, le sommeil joue un rôle absolument crucial dans le processus d'apprentissage. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est la phase de consolidation de la mémoire. Le cerveau traite tout ce que vous avez appris pendant la journée et renforce les connexions neuronales liées à cette information. Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque. Le jour, vous y apportez de nouveaux livres, c'est-à-dire les nouvelles informations. La nuit, le bibliothécaire, qui est le sommeil, les range sur les étagères, crée des catalogues et se débarrasse des doublons inutiles. Sans ce bibliothécaire nocturne, ce serait le chaos dans votre tête, et retrouver la bonne information le lendemain serait extrêmement difficile. De plus, des études récentes ont montré que le cerveau est tout de même capable de certaines formes d'apprentissage pendant le sommeil. Par exemple, il peut renforcer des souvenirs déjà existants. Si, pendant qu'une personne dort, on lui fait écouter des mots qu'elle a étudiés durant la journée, elle s'en souviendra mieux au réveil. Il est également possible de former de simples associations pendant le sommeil, comme lier une odeur spécifique à un son particulier. Ainsi, même s'il est impossible d'apprendre la physique quantique de zéro en dormant, sans un sommeil de qualité, vous ne pourrez pas non plus l'apprendre efficacement pendant la journée. Le sommeil n'est pas un processus passif, mais un acteur essentiel et actif de votre apprentissage. Le 18e mythe que l'on entend presque chaque nuit, c'est que le ronflement bruyant n'est qu'un désagrément, voire le signe d'un sommeil de plomb. Beaucoup de gens le prennent d'ailleurs à la légère, ou le considèrent comme une simple bizarrerie inoffensive. En réalité, un ronflement fort et irrégulier peut être le symptôme d'une maladie grave et dangereuse, l'apnée obstructive du sommeil. L'apnée est un trouble caractérisé par des arrêts respiratoires périodiques pendant le sommeil. Cela se produit lorsque les muscles du larynx et de la langue se relâchent et obstruent les voies respiratoires. Ces pauses peuvent durer de 10 secondes à 1 minute et se répéter des centaines de fois au cours de la nuit. Chaque interruption provoque une chute du niveau d'oxygène dans le sang. Le cerveau donne alors un signal d'alarme, forçant la personne à se réveiller brièvement pour reprendre son souffle. Généralement, ces micro-réveils sont oubliés instantanément, mais ils détruisent complètement la structure du sommeil, empêchant d'atteindre les phases profondes et réparatrices. En conséquence, la personne souffrant d'apnée se lève le matin complètement épuisée, même après 8 ou 9 heures passées au lit. Durant la journée, elle souffre d'une somnolence excessive, d'irritabilité et de difficultés de concentration. Mais le plus important, l'apnée exerce une pression colossale sur le système cardiovasculaire, augmentant considérablement les risques d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'hypertension. Par conséquent, si votre partenaire ronfle bruyamment, surtout si ce ronflement est entrecoupé de silence, suivi de reprises de souffles bruyantes et haletantes, ce n'est pas une situation à prendre à la légère.
c'est au contraire une raison sérieuse de le convaincre de consulter un spécialiste du sommeil, un somnologue. Le 19e mythe est une véritable légende urbaine qui donne la chair de poule à beaucoup de monde, l'idée qu'au cours de sa vie, une personne avale en moyenne 8 araignées dans son sommeil. Ça sonne effrayant et étrangement très crédible. Mais mettons la logique en marche et analysons la situation. Ce mythe est un parfait exemple de la façon dont une pure invention, lancée sur Internet comme une blague ou une expérience, peut devenir une vérité reconnue de tous. En réalité, la probabilité que vous avaliez une araignée pendant votre sommeil est quasiment nulle. Et voici pourquoi. Premièrement, votre lit n'est pas l'endroit le plus attrayant pour une araignée. Il n'y a pas de nourriture, d'insectes, et il est plein de vibrations. Votre respiration, vos battements de cœur, vos mouvements, les araignées perçoivent tout cela comme une menace. Instinctivement, elles vont éviter une créature aussi énorme, bruyante et chaude qu'un être humain endormi. Deuxièmement, mettez-vous à la place de l'araignée. Iriez-vous vous aventurer dans une grotte sombre et humide, d'où s'échappe un puissant courant d'air accompagné de bruits sourds? Très peu probable. La bouche ouverte d'une personne endormie est exactement cela. Troisièmement, même en imaginant qu'une araignée kamikaze et suicidaire décide d'explorer votre bouche, vous vous réveilleriez très probablement. La sensation de quelque chose qui chatouille vos lèvres ou votre langue provoquerait une réaction réflexe. Soit vous l'avaleriez à moitié endormi, soit vous le cracheriez, soit vous vous réveilleriez tout simplement. Vous pouvez donc dormir sur vos 2 oreilles. Les araignées ont bien plus peur de vous que l'inverse, et elles n'ont aucune envie d'organiser une visite guidée de votre œsophage. Ce mythe n'est qu'une histoire à dormir debout, sans aucun lien avec la réalité. Et pour finir, le 20e mythe souvent véhiculé par le cinéma. Réveiller un somnambule serait mortellement dangereux. L'idée reçue veut que si l'on réveille quelqu'un pendant qu'il est en pleine crise de somnambulisme, il risque l'arrêt cardiaque, un choc psychologique sévère, voire la folie. C'est une énorme exagération. En réalité, il n'y a absolument aucun danger mortel à réveiller un somnambule. Cependant, il est vrai qu'il est préférable de ne pas le faire, mais pour des raisons différentes. Le somnambulisme se produit pendant la phase de sommeil lent la plus profonde. Si vous réveillez brusquement la personne à cet instant, elle sera extrêmement désorientée, terrifiée et confuse. Imaginez, vous vous êtes endormi dans votre lit, mais vous vous réveillez dans la cuisine ou le couloir et quelqu'un vous secoue. La réaction peut être imprévisible. La personne peut paniquer, crier ou même s'agiter violemment sans comprendre ce qui lui arrive. Cet état de confusion peut durer quelques minutes. Le plus grand danger pour le somnambule, ce n'est pas d'être réveillé, mais plutôt de se blesser durant sa promenade. Il risque de trébucher, de tomber dans les escaliers, de sortir dans la rue, voire d'essayer de prendre le volant. Par conséquent, si vous découvrez quelqu'un en pleine crise de somnambulisme, la meilleure et la plus sûre des choses à faire n'est pas de le réveiller, mais de le guider calmement vers son lit, avec une voix douce et sans faire de mouvements brusques. Généralement, ils obéissent facilement et se rendormissent aussitôt en retrouvant leur couchage. Il ne faut le réveiller de manière abrupte que s'il est face à un danger immédiat. Dans tous les autres cas, il est préférable d'assurer sa sécurité et de le ramener doucement dans sa chambre. Alors, au final, tout ce que nous pensions savoir sur le sommeil était faux. De l'idée de rattraper son sommeil, le week-end au verre de vin, apparemment anodin, avant de se coucher, nous sommes entourés d'idées reçues qui nous empêchent de vivre pleinement. Le point crucial, le tournant majeur dans tout ça, c'est de réaliser qu'un sommeil de qualité n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, au même titre que l'eau ou la nourriture. Et on peut, et même on doit, le gérer en se basant sur la science et non plus sur des mythes. Nous avons démystifié ensemble ces 20 mythes, et vous savez maintenant qu'un horaire stable est plus important que de faire la grasse matinée, que l'alcool est l'ennemi de votre repos, et que la lumière bleue de votre téléphone vous empêche réellement de vous endormir. La conclusion principale, écoutez votre corps et instaurez des rituels sains et adaptés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Si vous avez appris quelque chose de nouveau,
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines révélations. Et maintenant la question essentielle. Quel est le mythe parmi ces 20 qui vous a le plus surpris? Ou peut-être connaissez-vous une autre idée reçue sur le sommeil que nous n'avons pas mentionnée? Écrivez-le nous dans les commentaires, discutons-en ensemble.